Le danger n'est pas l'épuisement. Le vrai danger, c'est de ne pas voir qu'il arrive. Le burn-out silencieux ne s'annonce pas par un effondrement brutal. Il s'installe quand tu continues à avancer, quand tu fonctionnes encore, quand tu souris encore. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas paresseux. Tu es en train de t'éteindre lentement, sans bruit, sans alarme. Et si tu écoutes ceci, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi sait déjà que quelque chose ne va plus. Ce livre ne va pas te motiver. Il va te réveiller. Chapitre 1. Arrête de confondre fonctionner et aller bien. Tu fonctionnes. Tu te lèves. Tu fais ce qu'il faut. Tu réponds aux messages. Tu assumes tes responsabilités. Et tout le monde autour de toi pense que tu vas bien. Mais fonctionner n'a jamais voulu dire aller bien. Fonctionner, c'est survivre en mode automatique. Aller bien, c'est être vivant à l'intérieur. Le burn-out silencieux commence exactement là. Pas quand tu t'effondres. Pas quand tu pleures. Pas quand tu t'arrêtes. Il commence quand tu continues. Tu peux être productif, fiable, constant, et pourtant complètement vidé de l'intérieur. Tu coches toutes les cases. Tu tiens les délais. Tu respectes tes engagements. Mais tu ne ressens plus rien. C'est ça, le piège. Le monde applaudit ta performance pendant que ton énergie disparaît. Personne ne s'inquiète pour celui qui gère. Regarde autour de toi. Les cadres solides. Les entrepreneurs admirés. Les parents modèles. Ceux qui ne se plaignent jamais. Ceux qui tiennent pour tout le monde. Ils ne s'effondrent pas. Ils s'usent. Jusqu'au jour où le corps dit stop. Pas par caprice. Pas par faiblesse. Par nécessité. Parce que le corps parle quand l'esprit refuse d'écouter. Et cette phrase n'est pas une métaphore. C'est une loi biologique. Quand tu ignores la fatigue émotionnelle, le corps crée une fatigue physique. Quand tu ignores la lassitude mentale, le corps crée des douleurs. Quand tu refuses de ralentir, le corps t'arrête. Tu as sûrement déjà vu les signes. Tu les as juste normalisés. Te lever fatigué même après avoir dormi. Être irritable sans raison claire. Perdre patience pour des détails. Avoir besoin de café, de sucre, de distraction pour tenir. Tu appelles ça la vie. Tu appelles ça la pression. Tu appelles ça une phase. Mais ce n'est pas une phase. C'est un signal. Et tu as un choix. Toujours. Même quand tu prétends ne pas en avoir. Tu peux continuer à fonctionner. Ou tu peux commencer à écouter. Tu as un choix. Et c'est là que tout commence. Le burn-out silencieux adore les gens responsables. Ceux qui ne lâchent pas. Ceux qui ont appris à serrer les dents. Ceux qui ont confondu valeur personnelle et utilité. On t'a appris à être fort. Pas à être lucide. On t'a appris à tenir. Pas à sentir. Alors tu avances en pilote automatique. Tu fais ce qui est attendu. Tu fais ce qui est nécessaire. Mais plus ce qui est juste. Et c'est là que la confusion devient dangereuse. Parce que tu crois que tant que tu avances, tout va bien. Parce que tu crois que tant que tu produis, tu es en sécurité. Parce que tu crois que t'arrêter serait un échec. Mais ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de motivation. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question d'usure. Ce n'est pas à propos de fatigue. C'est à propos d'alignement. Ce n'est pas à propos de paresse. C'est à propos de surcharge. Ce n'est pas à propos de « tenir encore un peu ». C'est à propos de reconnaître que tu tiens trop longtemps. Et tu n'as pas besoin de leur permission pour t'arrêter. Pas celle de ton patron. Pas celle de ta famille. Pas celle de ton entourage. Tu n'as pas besoin de leur permission pour t'écouter. C'est ton système nerveux. C'est ton corps. C'est ta vie. Tu n'as pas besoin de leur permission. Jamais. Beaucoup attendent le crash pour se donner le droit de changer. L'hospitalisation. La dépression. La rupture. L'effondrement. Mais attendre la douleur maximale pour agir n'est pas une preuve de force. C'est une absence de stratégie. La vérité est simple et brutale. Si tu attends d'aller mal pour t'autoriser à ralentir, tu as déjà perdu le contrôle. Et c'est là que la clé apparaît. C'est la clé que presque personne ne veut regarder. Ce n'est pas à propos de travailler plus intelligemment. Ce n'est pas à propos d'optimisation. Ce n'est pas à propos de gestion du temps. C'est à propos de vérité intérieure. Et ça, c'est la clé. Reconnaître que fonctionner n'est pas vivre. Reconnaître que tenir n'est pas aller bien. Ça, c'est la clé. Le burn-out silencieux ne te frappe pas de face. Il t'endort. Il te convainc que tout est normal. Que c'est comme ça. Que ça passera. Mais ce qui passe rarement, c'est l'usure accumulée. Chaque jour où tu ignores un signal, tu creuses.
Chaque jour où tu minimises, tu retardes. Chaque jour où tu dis « ça va », alors que ce n'est pas vrai, tu t'éloignes. Et pourtant, tu continues. Parce que tu sais faire ça. Parce que tu as toujours fait ça. Mais pose-toi cette question, honnêtement. Si tout continue exactement comme maintenant, où seras-tu dans un an? Même énergie? Même clarté? Même envie? Ou juste encore plus fonctionnel? Et encore plus vide? Ce chapitre n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te rendre lucide. Parce que tant que tu confonds fonctionner et aller bien, tu traites le symptôme, jamais la cause. Et tant que tu fais ça, rien ne change vraiment. Tu n'as pas besoin de tout casser. Tu n'as pas besoin de disparaître. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu as besoin de reconnaître. Et cette reconnaissance est un acte de discipline, pas de faiblesse. Ce n'est pas à propos de confort. C'est à propos de survie à long terme. Ce n'est pas à propos de repos. C'est à propos de respect de soi. Tu fonctionnes peut-être encore. Mais la vraie question est différente. Est-ce que tu vis vraiment? Chapitre 2. Le burn-out ne commence pas par là. Fatigue. Le burn-out silencieux ne commence pas par la fatigue. Si c'était le cas, tu t'en rendrais compte tout de suite. Tu dormirais. Tu ralentirais. Tu demanderais de l'aide. Mais ce n'est pas comme ça que ça arrive. Il commence par quelque chose de beaucoup plus discret. Une perte de joie. Une disparition de curiosité. Un affaiblissement de ta présence. Tu fais les choses. Mais tu n'y es plus vraiment. Tu accomplis. Mais tu ne ressens plus. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. Au début, tu continues sans problème. Tu ris encore. Tu parles encore. Tu travailles encore. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Pas brutalement. Progressivement. Ce n'est pas que tu vas mal. C'est que tu ne vas plus vraiment bien. Tu fais tout correctement. Mais sans saveur. Sans vibration. Sans engagement émotionnel. Et le mental adore ça. Parce que le mental est un excellent compensateur. Le mental peut tenir très longtemps. Beaucoup plus longtemps que le corps. Il rationalise. Il minimise. Il justifie. C'est normal. C'est la période. Tout le monde vit ça. Je verrai plus tard. Et pendant ce temps-là, tu avances. Mais tu t'éloignes. Le mental prend le relais quand le cœur se retire. Il met en place des routines, des automatismes, des obligations. Et ça marche. Pendant un temps. C'est pour ça que tant de gens passent à côté du signal. Parce qu'ils ne sont pas épuisés. Ils sont déconnectés. La fatigue vient après. Beaucoup après. Avant ça, il y a l'indifférence. Tu ne t'énerves plus vraiment. Tu ne t'enthousiasmes plus vraiment. Tu fais ce qu'il faut faire. Et quand tout devient normal, c'est déjà trop tard. Cette phrase doit te heurter. Parce qu'elle dit la vérité. Quand plus rien ne te touche, quand plus rien ne t'agace vraiment, quand plus rien ne t'excite vraiment, ce n'est pas de la maturité. C'est de l'anesthésie. Et l'anesthésie émotionnelle n'est pas un état stable. C'est une phase de protection. Le système nerveux coupe le volume pour survivre. Moins de haut, moins de bas, moins de risques, mais aussi moins de vie. Tu continues à fonctionner. Encore une fois. Toujours ce mot. Fonctionner sans présence. Fonctionner sans plaisir. Fonctionner sans désir. Et tu te convaincs que c'est suffisant. Mais pose-toi cette question. Quand as-tu ressenti quelque chose pour la dernière fois? Vraiment? Pas une distraction. Pas un rire automatique. Pas un soulagement temporaire. Une vraie sensation. Une vraie connexion. Une vraie envie. Si tu dois réfléchir trop longtemps, c'est un signe. Et tu as le choix. Même ici. Même maintenant. Tu as le choix entre continuer à anesthésier ou commencer à écouter. Tu as le choix. Toujours. Le problème, ce n'est pas que tu manques de repos. Ce n'est pas que tu travailles trop. Ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas une question de fatigue, c'est une question de conscience. Ce n'est pas une question de surcharge, c'est une question de dissociation. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de t'observer honnêtement. La discipline de ne plus mentir à toi-même. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Et ça, peu de gens veulent l'entendre. Parce que reconnaître la perte de joie, c'est accepter que quelque chose doit changer. Et le changement fait peur. Alors le mental continue de compenser. Encore. Et encore. Il te pousse à remplir. À t'occuper. À te distraire. Plus d'écran. Plus de bruit. Plus d'objectifs. Tout sauf le silence. Tout sauf l'arrêt. Parce que dans le silence, la vérité remonte.
Et tu n'as pas besoin de leur permission pour écouter cette vérité. Ni celle de ton entourage, ni celle de la société, ni celle de tes responsabilités. Tu n'as pas besoin de leur permission pour reconnaître que tu n'es plus aligné. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ressentir ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de leur permission. Jamais. Ce chapitre n'est pas là pour te dire d'abandonner. Il est là pour te dire d'ajuster. Voici ce que tu dois faire. Concrètement, arrête de te demander si tu es fatigué. Demande-toi si tu es encore curieux. Arrête de mesurer ta vie à ta productivité. Mesure-la à ta présence. Arrête de remplir chaque espace vide. Laisse un moment sans stimulation, sans écran, sans objectif. Observe ce qui remonte. Si l'ennui apparaît, c'est bon signe. Si l'inconfort apparaît, c'est nécessaire. Si la tristesse apparaît, c'est utile. Parce que sentir, même mal, vaut mieux que ne rien sentir du tout. Et c'est là que tu comprends. C'est là que tout s'aligne. C'est la clé. La perte de joie n'est pas un détail. C'est un avertissement. C'est la clé. Avant la fatigue, avant l'effondrement, avant le crash. Le burn-out silencieux commence quand tu n'es plus là pour ta propre vie. Quand tu vis en mode gestion. Quand tu traverses tes journées sans t'y inscrire. Et tant que tu refuses de regarder ça, le mental continuera. Jusqu'à ce que le corps prenne le relais. Tu crois que tu gagnes du temps. Mais tu repousses juste la facture. Tu as le choix. Écoutez maintenant. Ou payer plus tard. Ce chapitre t'a montré où tout commence vraiment. Pas dans l'épuisement, mais dans l'absence. Et maintenant que tu vois cette perte subtile, il est temps de comprendre pourquoi tant de gens la cachent. Pourquoi tant de gens disent que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. Parce que le prochain piège est encore plus profond. Chapitre 3. Le danger de toujours dire « ça va, ça va ». 2 mots. Court. Pratique. Socialement acceptable. Et pourtant, ces 2 mots détruisent plus de gens que le stress lui-même. Dire « ça va » devient un réflexe de survie. Pas une vérité. Pas une information. Un mécanisme. Tu le dis pour ne pas inquiéter. Tu le dis pour ne pas ralentir. Tu le dis pour ne pas avoir à expliquer. Tu le dis pour continuer à fonctionner. Encore ce mot. Ça va te permet d'éviter une conversation. D'éviter une émotion. D'éviter un choix. Parce que dire la vérité demanderait du courage. Et surtout, des conséquences. Alors tu minimises. Tu raccourcis. Tu contournes. Fatigué, mais ça va. Un peu de stress, mais ça va. Rien de grave, ça va. Mais ce que tu dis aux autres, tu finis par te le dire à toi-même. Et c'est là que le piège se referme. Les conversations deviennent automatiques. Les réponses deviennent mécaniques. Les échanges deviennent superficiels. On te demande comment tu vas. Tu réponds sans réfléchir. Parce que tu sais déjà ce qui est attendu. Personne ne veut vraiment savoir. Et toi, tu ne veux plus vraiment dire. Alors tu évites. Tu changes de sujet. Tu fais une blague. Tu parles du travail. Tu parles des autres. Tout sauf toi. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie inconsciente. Dire « ça va », c'est rester en mouvement. Dire « ça va », c'est éviter de regarder à l'intérieur. Dire « ça va », c'est maintenir l'illusion que tout est sous contrôle. Mais la vérité est brutale. Et elle ne négocie pas. Ce que tu n'exprimes pas te contrôle. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Les émotions non exprimées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles se transforment. Elles ressortent autrement. En tension. En fatigue. En irritabilité. En distance émotionnelle. Tu crois que tu gères. Mais en réalité, tu contiens. Et contenir demande une énergie énorme. C'est pour ça que le burn-out silencieux adore le « ça va ». Parce que tant que tu dis « ça va », rien ne change. Tant que tu dis « ça va », personne ne pose de questions. Tant que tu dis « ça va », tu peux continuer à t'oublier. Mais pose-toi cette question. Honnêtement, à qui rends-tu service en disant « ça va » ? Aux autres ou à ton masque? Tu as le choix. Dire ce qui est confortable. Ou dire ce qui est vrai. Tu as le choix. Et ce choix te coûte quelque chose dans tous les cas. Si tu dis « ça va », tu paies avec ton énergie. Si tu dis la vérité, tu paies avec ton inconfort. Mais l'un t'épuise lentement. L'autre te libère progressivement. Le problème, ce n'est pas que tu n'as personne à qui parler. Le problème, c'est que tu t'es entraîné à ne pas parler. Tu as appris à être fort. À ne pas déranger. À ne pas te plaindre. Mais ce n'est pas une question de plainte. Ce n'est pas une question de faiblesse.
Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline d'être honnête. La discipline de nommer ce qui est là. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Et cette discipline est rare. Parce que dire la vérité change la dynamique. Dire la vérité oblige à ralentir. Dire la vérité oblige parfois à prendre des décisions. Et beaucoup préfèrent tenir que choisir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour dire que ça ne va pas. Ni celle de ta famille. Ni celle de tes collègues. Ni celle de ton entourage. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être humain. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ressentir. Tu n'as pas besoin de leur permission. Et ça, tu dois l'intégrer profondément. La plupart des gens attendent qu'on leur donne l'autorisation d'être honnête. Elle ne viendra pas. Parce que le système préfère que tu continues. Parce que ton rôle est plus important que ton état. Alors tu continues à dire « ça va ». Et tu continues à t'éloigner. Voici ce que tu dois faire. Concrètement, commence par arrêter les réponses automatiques. Quand on te demande comment tu vas, prends une seconde. Une vraie seconde. Ne cherche pas la meilleure réponse. Cherche la plus juste. Tu n'es pas obligé de tout dire. Mais arrête de mentir. Remplace « ça va » par quelque chose de réel. Je suis fatigué en ce moment. Je me sens un peu vidé. Je traverse une période floue. Tu verras quelque chose d'étrange se produire. Soit la conversation s'arrête, soit elle devient réelle. Dans les deux cas, tu gagnes. Parce que tu reprends le contrôle. Et c'est là que tu comprends. Dire « ça va » n'était pas une politesse. C'était une fuite. C'est la clé. Nommer ce que tu ressens te rend à nouveau acteur. C'est la clé. La vérité ralentit, mais elle répare. Le burnou silencieux se nourrit de non-dits, de tensions avalées, de phrases retenues. Et tant que tu continues à tout garder à l'intérieur, le corps finira par parler à ta place. Tu as le choix. Continuer à dire « ça va » et laisser l'accumulation faire son œuvre. Ou commencer à dire juste assez pour respirer à nouveau. Ce chapitre t'a montré que le danger n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu tais. Tu as commencé à retirer le masque. Mais il reste un piège encore plus valorisé socialement. Un piège que beaucoup confondent avec une qualité. Parce que parfois, ce n'est pas le silence qui détruit. C'est la discipline mal comprise. Chapitre 4. Quand la discipline devient une fuite. La discipline est admirée. Applaudie. Encouragée. On te dit que c'est une qualité. Une force. Une preuve de caractère. Mais personne ne te dit quand elle devient dangereuse. Parce que la discipline peut masquer une incapacité à s'arrêter. Et quand tu ne sais plus t'arrêter, tu ne contrôles rien. Répète-le. Grave-le. Si tu ne sais pas t'arrêter, tu ne contrôles rien. Beaucoup utilisent la discipline comme une armure. Une protection contre ce qu'ils refusent de ressentir. Une manière élégante de fuir. Ils se lèvent tôt. Ils s'entraînent dur. Ils travaillent sans relâche. Ils respectent les règles. Ils tiennent les routines. Et tout le monde les admire. Mais à l'intérieur, c'est vide. Tendu. Silencieux. Regarde les sportifs de haut niveau. Toujours plus. Toujours plus loin. Toujours plus fort. Jusqu'à la blessure. Jusqu'à l'épuisement nerveux. Jusqu'à la perte de sens. Regarde les entrepreneurs. Toujours occupés. Toujours en mouvement. Toujours focus. Ils appellent ça l'ambition. Parfois, c'est juste de la fuite. Regarde les travailleurs acharnés. Ceux qui ne prennent jamais de pause. Ceux qui culpabilisent dès qu'ils ralentissent. Ceux qui ne savent pas être seuls sans objectif. La discipline devient alors un refuge. Pas une maîtrise. Parce que tant que tu es discipliné, tu n'as pas à ressentir. Tant que tu avances, tu n'as pas à t'écouter. Tant que tu tiens, tu n'as pas à te confronter. Mais pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu choisis ta discipline, ou est-ce qu'elle te choisit? Tu as le choix. Toujours. Tu as le choix entre une discipline consciente et une discipline compulsive. L'une te structure. L'autre t'use. L'une te sert. L'autre te cache. La différence est simple. Et brutale. La discipline saine inclut le repos. La discipline toxique le méprise. La discipline saine écoute les signaux. La discipline toxique les écrase. La discipline saine te rend plus présent. La discipline toxique t'anesthésie. Ce n'est pas à propos de rigueur. Ce n'est pas à propos de volonté. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de t'arrêter quand il le faut. La discipline de reconnaître quand tu fuis. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline.
Et cette nuance change tout. Beaucoup confondent contrôle et rigidité. Mais la rigidité est une perte de contrôle déguisée. Quand tu ne peux pas t'arrêter, quand tu ne peux pas rater un entraînement, quand tu ne peux pas dire non à une tâche de plus, ce n'est plus de la maîtrise. C'est de la peur. La peur de ressentir. La peur du vide. La peur du silence. Alors tu remplis. Tu cadres. Tu structures. Et tu t'éloignes encore un peu plus de toi-même. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Ni celle de ton coach. Ni celle de ton patron. Ni celle de ton entourage. Tu n'as pas besoin de leur permission pour écouter ton corps. Tu n'as pas besoin de leur permission pour t'arrêter. Tu n'as pas besoin de leur permission. Souviens-t'en. Le Burnou silencieux adore les gens disciplinés. Parce qu'il ne s'autorise jamais à faiblir. Parce qu'il ne lâche jamais. Parce qu'il transforme la douleur en performance. Mais la performance n'est pas la santé. Et l'endurance n'est pas l'équilibre. Tu peux être extrêmement discipliné et profondément désaligné. Tu peux être irréprochable extérieurement et complètement perdu intérieurement. Et le corps, lui, voit tout. Il encaisse. Il compense. Il attend. Puis un jour, il impose l'arrêt. Pas par punition. Par survie. C'est pour ça que ce chapitre est inconfortable. Parce qu'il t'oblige à regarder autrement ce que tu valorises. La vraie discipline n'est pas de continuer à tout prix. La vraie discipline est de t'arrêter avant de te briser. C'est la clé. La discipline n'est pas l'absence de limites. C'est le respect de limites claires. C'est la clé. Sans ça, tu construis sur du sable. Voici ce que tu dois faire. Concrètement, observe tes routines. Pas pour les supprimer. Pour les questionner. Demande-toi, est-ce que cette action me nourrit? Ou est-ce qu'elle m'évite quelque chose? Quand tu t'entraînes, est-ce par plaisir ou par peur de perdre le contrôle? Quand tu travailles tard, est-ce par choix ou par fuite? Quand tu refuses de t'arrêter, qu'est-ce que tu évites exactement? Ne cherche pas de réponse élégante. Cherche la réponse honnête. Ensuite, impose-toi un arrêt volontaire. Court. Contrôlé. Conscient. Un jour sans performance. Un moment sans objectif. Un espace sans discipline stricte. Observe ce qui monte. L'agitation. L'irritation. L'ennui. Ce que tu ressens à l'arrêt est ce que tu fuyais en mouvement. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Parce que tu comprends enfin que la discipline n'est pas ton ennemi. C'est son mauvais usage qu'il est. Tu as le choix. Utiliser la discipline pour te construire. Ou l'utiliser pour te cacher. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ce chapitre t'a appris à reconnaître quand la force devient une fuite. Quand la rigueur devient un masque. Quand la discipline devient un anesthésiant. Tu commences à retirer les couches. À voir clair. À sentir à nouveau. Mais il reste un signal encore plus inquiétant. Plus silencieux. Plus trompeur. Parce que parfois, ce n'est pas l'excès d'action qui alerte. C'est l'absence totale de ressenti. Chapitre 5. L'anesthésie émotionnelle est un signal d'alerte. Il y a un moment précis où le danger devient invisible. Ce moment où tu ne ressens plus vraiment le stress. Mais où tu ne ressens plus la joie non plus. Tout est plat. Neutre. Fade. Tu ne vas pas mal. Mais tu ne vas pas bien. Et c'est exactement là que le Burnou silencieux s'installe. Parce que tant que tu souffres, tu sais qu'il y a un problème. Tant que tu es anxieux, en colère, triste, tu es encore connecté. Mais quand tu ne ressens plus rien, quand tout glisse, quand plus rien ne te touche vraiment, alors le signal d'alarme est déjà coupé. Ne rien ressentir n'est pas être fort. C'est être dépassé. Cette phrase doit rester avec toi. Parce qu'elle explique tout. L'anesthésie émotionnelle n'est pas un choix conscient. C'est une réponse de survie. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il fait exactement ce pour quoi il est programmé. Quand l'intensité émotionnelle devient trop forte, trop constante, trop longue, le cerveau coupe le volume. Moins de douleur. Moins de stress. Mais aussi moins de plaisir. Moins d'envie. Moins de présence. C'est un mécanisme de protection. Pas un état normal. Tu crois que tu es devenu plus solide. Plus stable. Plus mature. Mais en réalité, tu es moins connecté. Le système nerveux ne distingue pas les émotions négatives des émotions positives. Il gère l'intensité globale. Alors quand il coupe tout. C'est pour ça que tu ne vibres plus. C'est pour ça que rien ne t'enthousiasme. C'est pour ça que tout te semble égal. Et beaucoup appellent ça être adulte. Ils se trompent. C'est de la dissociation légère. Silencieuse. Acceptée socialement. Tu continues à faire ce qu'il faut. Tu continues à fonctionner. Encore.
Mais tu ne ressens plus la vie. Tu as le choix. Continuer à normaliser cet état. Ou reconnaître qu'il est anormal. Tu as le choix. Même ici, beaucoup de gens attendent un événement grave pour réagir. Une crise. Une attaque de panique. Un effondrement. Mais l'anesthésie émotionnelle vient avant. Toujours. C'est le dernier mécanisme avant la rupture. Parce que le cerveau dit « Je ne peux plus gérer cette intensité. Je coupe ». Et le problème, c'est que plus tu restes longtemps dans cet état, plus il devient familier. Plus il devient confortable. Plus il devient dangereux. Tu t'adaptes à moins. Moins de sensations. Moins de désirs. Moins de rêves. Et tu finis par croire que c'est ça, la vie. Mais ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de rétablir le contact. La discipline de ressentir à nouveau. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Et cette discipline demande du courage. Parce que ressentir, c'est accepter l'inconfort. C'est accepter que tout ne soit pas lisse. C'est accepter de rouvrir des portes fermées. Mais rester anesthésié à un prix. Un prix énorme. Tu deviens distant. Tu réagis moins. Tu t'impliques moins. Les relations deviennent plates. Le travail devient mécanique. Les journées se ressemblent. Et tu te demandes parfois, pourquoi je fais tout ça? Sans réponse claire. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ressentir. Ni celle de la société. Ni celle de ton entourage. Ni celle de ton passé. Tu n'as pas besoin de leur permission pour sortir de l'anesthésie. Tu n'as pas besoin de leur permission pour redevenir vivant. Tu n'as pas besoin de leur permission. Jamais. Voici ce que tu dois comprendre. L'anesthésie émotionnelle n'est pas le problème. C'est le signal. Le signal que tu as tenu trop longtemps. Le signal que tu as encaissé trop de choses sans les traiter. Le signal que ton système a besoin d'un ajustement profond. Et ignorer ce signal est une erreur stratégique. Parce que le corps ne restera pas silencieux éternellement. Il trouvera une autre manière de s'exprimer. Douleur. Fatigue chronique. Trouble du sommeil. Irritabilité. Perte de motivation. Ce sont les étapes suivantes. Alors voici ce que tu dois faire. Concrètement. D'abord, arrête de te juger. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas vide. Tu es protégé. Ensuite, commence petit. Très petit. Cherche des sensations simples. Un repas mangé lentement. Une marche sans écouteurs. Un moment de silence volontaire. Observe. Pas pour analyser. Pour ressentir. Même si c'est inconfortable. Même si c'est fade au début. C'est normal. Le système nerveux a besoin de sécurité pour ouvrir. Pas de pression. Pas d'exigence. Et surtout, arrête de compenser. Moins de distractions. Moins de remplissage automatique. Chaque fois que tu fuis une sensation avec un écran, tu renforces l'anesthésie. Tu as le choix. Nourrir l'engourdissement. Ou nourrir la présence. Et ce choix est quotidien. C'est la clé. L'anesthésie émotionnelle n'est pas un état final. C'est un passage. C'est la clé. Plus tôt tu l'identifies, plus tu récupères vite. Mais si tu continues à dire « c'est normal », si tu continues à faire comme si tout allait bien, alors le burn-out silencieux poursuivra son chemin. Tu as déjà vu que le danger n'était pas la fatigue. Tu as déjà vu que dire « ça va » était un piège. Tu as déjà vu que la discipline pouvait devenir une fuite. Maintenant, tu comprends pourquoi ne rien ressentir est un signal d'alarme. Et il reste encore un avertissement majeur. Un message que le corps envoie avant l'effondrement total. Parce que quand l'émotion est coupée trop longtemps, le corps prend le relais. Chapitre 6. Le corps te parle avant de t'arrêter. Le corps ne trahit jamais. Il prévient. Toujours. Douleur chronique. Sommeil haché. Fatigue au réveil. Irritabilité constante. Ce ne sont pas des bugs. Ce sont des messages. Mais tu as appris à les ignorer. À les banaliser. À les faire taire. C'est le stress. C'est l'âge. C'est passager. Non. C'est un langage. Le corps n'attaque jamais sans prévenir. Jamais. Avant l'arrêt brutal, il murmure. Puis il insiste. Puis il crie. Et si tu n'écoutes toujours pas, il impose. Migraine inexpliquée. Tension permanente dans la nuque, le dos, la mâchoire. Ventre noué. Digestion perturbée. Oppression dans la poitrine. Tu passes des examens. Tout est normal. Mais toi, tu sais que non. Parce que la douleur n'est pas toujours mécanique.
Elle est souvent adaptative. Le corps encaisse ce que l'esprit refuse de traiter. Il stocke. Il compense. Il tient. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et là, il parle plus fort. Le problème, ce n'est pas que tu ressens ces signaux. Le problème, c'est que tu les interprètes mal. Tu crois que c'est une faiblesse. Tu crois que c'est un défaut. Tu crois que c'est un problème à éliminer. Mais ce n'est pas à propos de défaut. C'est à propos de discipline. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de discipline. La discipline d'écouter avant la rupture. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de discipline. Et cette discipline peut te sauver. Le corps est plus honnête que l'esprit. Il ne rationalise pas. Il ne ment pas. Il ne négocie pas. Quand tu dors mal, ce n'est pas dans ta tête. Quand tu te réveilles fatigué, ce n'est pas un manque de volonté. Quand tu es irritable sans raison, ce n'est pas ton caractère. C'est une surcharge. Le système nerveux est saturé. Les hormones sont déséquilibrées. L'énergie est drainée. Mais toi, tu continues. Parce que tu sais faire ça. Parce que tu as toujours fait ça. Et tu te dis que tu n'as pas le choix. Mais c'est faux. Tu as le choix. Toujours. Tu peux continuer à anesthésier les signaux. Ou tu peux apprendre à les décoder. Tu as le choix. Le corps parle avant de t'arrêter. Toujours. Les troubles du sommeil sont souvent le premier avertissement. Difficulté à t'endormir. Réveil nocturne. Sensation de ne jamais récupérer. Pourquoi? Parce que le système nerveux ne sait plus se relâcher. Il est en alerte permanente. Même quand tout est calme autour de toi, ton corps reste prêt à réagir. C'est épuisant. Puis viennent les douleurs. Pas toujours localisées. Pas toujours logiques. Elles se déplacent. Elles apparaissent et disparaissent. Elles résistent aux solutions simples. Parce que ce ne sont pas des pannes. Ce sont des surcharges. Et enfin, l'irritabilité. La moindre chose t'agace. Le moindre imprévu t'épuise. Tu n'as plus de marge. Et quand il n'y a plus de marge, le moindre poids devient insupportable. Tu n'as pas besoin de leur permission pour écouter ton corps. Ni celle de la médecine. Ni celle de ton entourage. Ni celle de ton travail. Tu n'as pas besoin de leur permission pour prendre tes signaux au sérieux. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ralentir. Tu n'as pas besoin de leur permission. Grave-le. Beaucoup attendent le diagnostic officiel pour agir. Le mot grave. La confirmation extérieure. Mais le corps n'attend pas les validations. Il parle en sensation. Pas en certificat. Et plus tu attends, plus il devra crier. Ce chapitre n'est pas là pour te rendre anxieux. Il est là pour te rendre stratégique. Parce que prévenir coûte toujours moins cher que réparer. Voici ce que tu dois faire. Concrètement. D'abord, change ta question. Arrête de demander « qu'est-ce qui ne va pas ?» Demande plutôt « qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps ?» Ensuite, observe les répétitions. Même douleur. Même fatigue. Même tension. Le corps est cohérent. Il répète jusqu'à être entendu. Puis, crée des espaces de décharge. Pas de performance. Pas d'objectif. Respiration lente. Marche consciente. Repos réel. Pas du repos distrait. Du repos réparateur. Et surtout, arrête de négocier avec les signaux. Ne dis pas encore un peu. Ne dis pas après ce projet. Ne dis pas ça ira. Parce que le corps n'entend pas les promesses. Il répond aux actes. C'est la clé. Le corps ne demande pas que tu changes toute ta vie. Il demande que tu l'écoutes maintenant. C'est la clé. Un signal écouté tôt évite une rupture tardive. Mais si tu continues à ignorer, si tu continues à compenser, alors le corps fera ce que tu refuses de faire. Il t'arrêtera. Pas par méchanceté. Par nécessité. Tu as déjà vu que le burn-out silencieux commence sans bruit. Tu as déjà vu que l'anesthésie émotionnelle est un signal. Maintenant, tu comprends que le corps est le dernier messager avant la chute. Et pourtant, il y a encore une couche plus profonde. Une raison pour laquelle tant de gens ignorent ces signaux. Pas par ignorance, mais par identité. Parce que certains ont appris à être forts. Trop forts. Trop longtemps. Chapitre 7. Pourquoi les gens forts craquent en silence. Plus tu es perçu comme solide, moins on te demande comment tu vas vraiment. C'est le paradoxe de la force. Plus tu tiens, moins on vérifie si tu peux encore tenir. On t'a attribué un rôle. Celui qui gère. Celui qui encaisse. Celui sur qui on peut compter. Et avec le temps, ce rôle devient une identité. Tu ne fais plus semblant d'être fort. Tu le es devenu. En apparence. Mais à l'intérieur,
La pression s'accumule. Parce que personne ne regarde derrière l'armure. Parce que personne n'imagine que tu puisses faiblir. Parce que toi-même, tu as oublié comment demander. Être fort trop longtemps devient une prison. Cette phrase n'est pas symbolique. Elle est structurelle. Quand tu es celui qui gère, tu n'as plus le droit implicite de ne pas aller bien. Pas parce qu'on te l'interdit explicitement, mais parce que le système s'appuie sur toi. Famille, travail, environnement social. Tout fonctionne parce que tu tiens. Alors tu tiens. Même quand ça craque à l'intérieur. Même quand tu es épuisé. Même quand tu n'en peux plus. Tu continues. En silence. Parce que montrer une faille changerait la dynamique. Parce que parler créerait des vagues. Parce que tu ne veux pas décevoir. La force devient une responsabilité. Puis une obligation. Puis une cage. Et plus tu es fort, plus la cage est solide. Socialement, on valorise la résilience. On applaudit ceux qui ne lâchent rien. On admire ceux qui traversent sans se plaindre. Mais personne ne parle du coût invisible. La solitude émotionnelle. L'isolement intérieur. La fatigue profonde. Les gens forts ne craquent pas parce qu'ils sont faibles. Ils craquent parce qu'ils ont tenu seuls trop longtemps. Ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de reconnaître ses limites avant qu'elles explosent. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Et cette discipline est rarement encouragée. Parce que dire « je n'y arrive plus » quand tout le monde compte sur toi, ça demande plus de courage que de continuer en silence. Tu as appris à être fiable. Pas à être vulnérable. Tu as appris à résoudre. Pas à exprimer. Alors tu t'adaptes. Tu minimises. Tu encaisses. Et tu t'éloignes encore un peu plus de toi-même. Tu as le choix. Continuer à porter seul. Ou commencer à redistribuer le poids. Tu as le choix. Même si tu as l'impression de ne pas l'avoir. La pression d'être celui qui gère ne vient pas toujours des autres. Elle vient souvent de toi. De ton image. De ton ego. De ta peur de perdre ta place. Parce que si tu n'es plus le fort, qui es-tu? C'est là que beaucoup restent bloqués. Ils confondent valeur et endurance. Ils confondent identité et utilité. Mais être utile ne veut pas dire s'user. Être fort ne veut pas dire se sacrifier. Et pourtant, tu continues à te taire. Tu n'as pas besoin de leur permission pour demander de l'aide. Ni celle de ta famille. Ni celle de ton équipe. Ni celle de ton entourage. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ne plus être celui qui gère tout. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être humain. Tu n'as pas besoin de leur permission. Et ça change tout. Les gens forts craquent en silence parce qu'ils ont appris que parler est un luxe. Parce qu'ils ont appris que tenir est une obligation. Parce qu'ils ont appris que s'exprimer dérange. Mais ce que tu ne dis pas ne disparaît pas. Ça se déplace. Ça s'infiltre dans le corps. Dans le sommeil. Dans l'humeur. Et un jour, ça sort. Souvent de manière brutale. Souvent incomprise. Ce chapitre n'est pas là pour t'enlever ta force. Il est là pour la redéfinir. La vraie force n'est pas de tout porter. La vraie force est de savoir qu'en poser. C'est la clé. La force durable inclut le partage du poids. C'est la clé. Sans ça, la solidité devient rigidité. Voici ce que tu dois faire. Concrètement. D'abord, identifie ton rôle. Demande-toi, que attend-on de moi? Puis, qu'est-ce que je m'impose à moi-même? Tu verras que ces deux choses ne sont pas toujours les mêmes. Ensuite, choisis un espace sûr. Une personne. Un moment. Pas pour tout déballer. Pour être vrai. Dire une phrase simple. En ce moment, c'est lourd. Je fatigue. Je tiens, mais ça me coûte. Observe ce qui se passe. Souvent, le monde ne s'effondre pas. Souvent, le respect augmente. Parce que la vérité crée de la profondeur. Pas de la faiblesse. Et surtout, accepte de ne pas être indispensable partout. Ce n'est pas un abandon. C'est une stratégie de survie. Tu n'es pas né pour porter tout seul. Tu as appris à le faire. Et ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. Tu as le choix. Rester prisonnier de l'image du fort. Ou devenir libre dans une force plus juste. Ce chapitre t'a montré pourquoi tant de gens solides craquent sans bruit. Pourquoi la reconnaissance extérieure peut masquer une détresse intérieure. Pourquoi la force non partagée devient un poison lent. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant changer le regard que tu portes sur toi-même. Parce que le burn-out silencieux n'est pas un échec personnel. C'est une réponse logique à une pression prolongée.
Et c'est exactement ce que nous allons démonter maintenant. Chapitre 8. Le burn-out silencieux n'est pas un échec personnel. Écoute-moi attentivement. Si tu es arrivé ici, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu as manqué de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été assez motivé. C'est parce que tu as tenu trop longtemps. Le burn-out silencieux ne ressemble pas à ce qu'on te montre. Pas de cris. Pas d'effondrement spectaculaire. Pas d'arrêt brutal au milieu d'un bureau. Il est discret. Progressif. Invisible. Et c'est précisément pour ça qu'il détruit autant. Tu continues à fonctionner. Tu continues à produire. Tu continues à sourire quand il faut. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. L'énergie. La clarté. Le sens. Et tu finis par croire que le problème, c'est toi. C'est là que commence le mensonge. Le burn-out silencieux n'est pas un échec personnel. C'est un déséquilibre prolongé entre ce que tu donnes et ce que tu récupères. Entre les exigences permanentes et les ressources qui diminuent. Ton corps encaisse. Ton mental compense. Ton système nerveux serre les dents. Jusqu'au jour où il n'y a plus rien à serrer. Tu n'as pas échoué. Tu as résisté trop longtemps dans un système qui te demandait toujours plus sans jamais te rendre l'équivalent. Et personne ne t'a appris à t'arrêter avant la casse. Parce que dans ce monde, on applaudit ceux qui tiennent. Pas ceux qui s'écoutent. On valorise l'endurance. Pas l'équilibre. Alors tu avances. Encore. Même quand tu n'en peux plus. Parce que tu crois que t'arrêter serait une faiblesse. Faux. S'arrêter, quand c'est nécessaire, est un acte de lucidité. Et tu as le choix. Oui. Tu as le choix. Le choix de continuer à te blâmer. Ou le choix de comprendre ce qui t'est réellement arrivé. C'est la clé. Le burn-out silencieux n'apparaît jamais par hasard. Il s'installe quand tu ignores trop longtemps les signaux faibles. La fatigue qui ne part pas. La perte d'enthousiasme. La sensation de porter un poids constant sur la poitrine. La difficulté à te réjouir, même quand tout va bien. Tu te dis que ça passera. Tu te dis que tu dois juste faire un effort de plus. Tu te dis que d'autres tiennent, alors pourquoi pas toi? Mais tu oublies une chose essentielle. Tu n'as pas les mêmes limites que les autres. Et c'est normal. Le problème n'est pas que tu ne sois pas assez solide. Le problème, c'est que tu as été solide trop longtemps sans soutien. Et là, laisse-moi être très clair. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de discipline. La discipline de t'écouter avant l'effondrement. La discipline de poser des limites quand tout ton environnement t'encourage à les dépasser. La discipline de reconnaître que tenir n'est pas toujours gagné. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu n'es pas cassé. Tu as besoin d'être entendu. Par toi, d'abord. Parce que tant que tu cherches à te corriger, tu continues à te traiter comme un problème. Alors que la réalité est plus simple. Et plus brutale. Ton système était en surcharge. Point. Tu as fonctionné trop longtemps en mode survie. Et la survie n'est pas un état durable. Ce n'est pas un manque de courage. C'est un manque de récupération. Et personne ne t'a donné l'autorisation de ralentir. Mais écoute bien ceci, tu n'as pas besoin de leur permission. Pas celle de ton patron. Pas celle de ta famille. Pas celle de la société. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te préserver. Parce que si tu attends qu'on te la donne, elle ne viendra jamais. On te demandera toujours plus. On s'habituera toujours à ce que tu donnes. Et le jour où tu t'écrouleras, on dira que personne n'a vu venir. Mensonge. Les signes étaient là. Ils l'ont toujours été. Mais toi aussi, tu les as ignorés. Alors maintenant, la transformation commence ici. Première étape, arrêter la culpabilité. Immédiatement. La culpabilité te maintient dans l'inaction. Elle te fait croire que tu dois payer pour aller mal. C'est faux. Tu n'as rien à expier. Deuxième étape, réduire les exigences avant d'augmenter les ressources. Pas l'inverse. Arrête de chercher des solutions miracles. Arrête de vouloir optimiser ce qui est déjà à bout. Commence par enlever. Alléger. Simplifier. Moins d'obligations inutiles. Moins de combats qui ne sont pas les tiens. Moins de rôles que tu joues pour ne pas décevoir. Troisième étape, créer des espaces de récupération non négociables. Pas quand tu auras le temps. Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Du repos réel. Du silence. De la lenteur assumée. Ce n'est pas un luxe. C'est une condition de survie. Et rappelle-toi ceci, tu as le choix. Le choix de continuer à prouver. Ou le choix de commencer à te préserver. C'est la clé. Le burn-out silencieux n'est pas la fin. C'est un signal. Un signal que ton système te dit, on ne peut plus continuer comme ça.
Et ignorer ce message serait la seule vraie erreur. Tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu as besoin d'être plus juste avec toi-même. Parce qu'être fort trop longtemps sans écoute ne mène pas à la réussite. Ça mène à l'extinction. Tu n'as pas échoué. Tu as survécu à un rythme qui n'était pas humain. Et maintenant, une autre étape t'attend. Tu as compris que le problème n'était pas toi. Tu as commencé à enlever la honte. Mais il reste un obstacle majeur. Un obstacle invisible. Silencieux. Profond. La difficulté de dire ce que tu ressens vraiment. Tu as tenu. Tu as encaissé. Mais tu n'as pas parlé. Et c'est là que tout se joue. Tu as survécu au déséquilibre. Maintenant, il est temps d'apprendre à t'exprimer. Chapitre 9. Ce qui change quand tu écoutes enfin les signes. Il y a un moment précis où tout bascule. Pas quand tu t'effondres. Pas quand tu t'arrêtes de force. Mais quand tu regardes enfin la réalité en face. La récupération ne commence pas par le repos. Elle commence par la lucidité. Tant que tu refuses de voir, ton corps compense. Tant que tu minimises, ton mental justifie. Tant que tu fais semblant, tu continues à t'épuiser. Écouter les signes, ce n'est pas dramatique. C'est stratégique. Parce que reconnaître n'est pas abandonner. Reconnaître, c'est reprendre le contrôle. Répète-le. Encore. Reconnaître n'est pas abandonner. C'est reprendre le contrôle. La plupart des gens attendent d'être à genoux pour changer. Erreur. Quand tu attends l'explosion, tu perds toute marge de manœuvre. Tu subis au lieu de décider. Écouter les signes, c'est intervenir tôt. Quand il reste encore de la place pour ajuster. Et tu as le choix. Ignorer encore. Ou agir maintenant. C'est la clé. Les signes ne sont jamais flous. Ils sont simplement discrets. Fatigue qui dure. Agacement constant. Envie de fuir ce qui te faisait vibrer. Difficulté à te concentrer. Sensation d'être toujours en retard sur ta propre vie. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des informations. Mais tu as appris à les mépriser. À les écraser. À les rationaliser. Ça ira mieux demain. Je n'ai pas le temps. Je ferai une pause plus tard. Plus tard n'existe pas quand tu es en surcharge. Alors que se passe-t-il quand tu écoutes enfin? Tout change. Mais pas comme tu l'imagines. Tu ne pars pas tout plaqué. Tu ne disparais pas du monde. Tu ne deviens pas fragile. Tu ajustes. La vraie transformation commence par des micro-décisions. Petites. Inconfortables. Mais vitales. Tu réduis une obligation. Tu poses une limite claire. Tu dis non sans te justifier pendant 10 minutes. Tu repousses ce qui n'est pas essentiel. Ce sont des micro-ajustements. Mais leur impact est massif. Parce que tu envoies un message clair à ton système, « Je t'écoute ». Et ton corps répond. La tension baisse. La respiration s'approfondit. La clarté revient par fragments. Pas parce que tout va mieux, mais parce que tu as repris le volant. Écouter les signes, c'est accepter de prendre des décisions inconfortables. Avant que la vie ne les prenne à ta place. C'est dire stop à ce qui te vide. Même si ça déçoit. Même si ça dérange. Tu n'as pas besoin de leur permission. Ni pour ralentir. Ni pour changer de cap. Ni pour te préserver. Si tu attends la validation extérieure, tu resteras coincé. Parce que ton entourage s'est habitué à ce que tu encaisses. Le changement commence quand tu décides que ton état intérieur compte plus que les attentes extérieures. Et là, sois très attentif. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. La discipline d'écouter au lieu de forcer. La discipline d'agir avant la rupture. La discipline de respecter tes limites, même quand personne ne les applaudit. Écouter les signes, ce n'est pas se reposer passivement. C'est agir intelligemment. Le repos forcé arrive quand tu n'as plus choisi. La récupération consciente arrive quand tu décides. Et tu as le choix. Tu peux continuer à empiler. Ou tu peux commencer à trier. Trier ce qui est essentiel. Trier ce qui peut t'attendre. Trier ce qui ne t'appartient même pas. Parce que beaucoup de ta fatigue ne vient pas de ce que tu fais. Elle vient de ce que tu portes inutilement. Les attentes des autres. Les rôles imposés. Les combats qui ne sont pas les tiens. Quand tu écoutes les signes, tu redeviens sélectif. Et la sélection est une forme de puissance. Tu arrêtes de tout traiter comme une urgence. Tu redéfinis tes priorités. Tu choisis où va ton énergie. C'est ça, reprendre le contrôle. Et non, ce ne sera pas confortable. Au début, dire non crée de la tension. Changer tes habitudes crée de la peur. Décevoir certaines personnes crée de la culpabilité.
Mais continuer comme avant crée de la destruction. À toi de choisir quel inconfort tu préfères. C'est la clé. Les gens qui s'en sortent ne sont pas ceux qui se reposent le plus. Ce sont ceux qui écoutent le plus tôt. Ils n'attendent pas d'être brisés pour s'ajuster. Ils respectent les signaux avant la panne totale. Et tu peux faire pareil. Commence simple. Chaque jour, pose-toi une question brutale. Qu'est-ce qui me coûte plus que ce que ça m'apporte? Ensuite, agis. Même légèrement. Une limite. Un report. Un retrait. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est durable. Parce que reconnaître n'est pas abandonner. C'est reprendre le contrôle. Et plus tu écoutes, plus ton système te fait confiance. Moins il crie. Moins il force. Tu passes de la survie à la gestion consciente. Et ça change tout. Tu n'es plus en train de subir ta fatigue. Tu travailles avec elle. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu deviens ton propre allié. Mais attention, il reste une dernière étape. La plus difficile pour beaucoup. Écouter les signes est une chose. Changer ton identité en est une autre. Parce que si tu continues à te définir uniquement par ce que tu produis, tu retomberas dans le même piège. Tu as commencé à entendre. Tu as commencé à ajuster. Maintenant, il faut aller plus profond. Il faut parler de ce que tu vaux quand tu ne performes pas. Tu as repris le contrôle de ton rythme. Il est temps de reprendre le contrôle de ton identité. Chapitre 10. Tu ne reviens pas en arrière, tu redéfinis. Le Burnout silencieux laisse des traces. Il n'est pas un incident isolé. Il est une transformation forcée. Et voici la vérité que peu osent dire. Tu ne redeviens jamais exactement comme avant. Ne cherche pas à revenir en arrière. Ne cherche pas à réparer ce qui a été brisé. Tu ne répares pas le passé. Tu redéfinis ton futur. Après l'épuisement, il y a une opportunité unique. Une chance de créer une version plus juste de toi-même. Pas plus rapide. Pas plus performante. Juste plus équilibrée. Plus alignée. Ta boussole n'est plus la performance. Elle n'est plus les attentes des autres. Elle n'est plus les chiffres, les résultats, les applaudissements. Elle est l'énergie. Le sens. L'alignement. Voilà ce qui compte maintenant. Voilà ce qui est durable. Tu as le choix. Continuer à courir comme avant. Ou prendre la route plus consciente. C'est la clé. Tu as le choix. Et ce choix commence par 3 réalités incontournables. Premièrement, tu dois accepter que ton corps et ton esprit portent l'histoire de ton burnout. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de faiblesse. Tu as survécu. Et survivre est une preuve de force. Deuxièmement, tu dois redéfinir ce que signifie réussir. Arrête de mesurer ton mérite à ce que tu produis. Arrête de croire que ta valeur est proportionnelle à ton effort ou à ton endurance. Ta valeur n'a jamais dépendu de ton épuisement. Répète-le. Ta valeur n'a jamais dépendu de ton épuisement. Troisièmement, tu dois créer des garde-fous. Des limites strictes. Des espaces de récupération. Des moments pour toi qui ne sont négociables pour personne. Pas pour te reposer de la vie. Mais pour réapprendre à vivre ta vie. Parce qu'après le burnout, rien n'est plus simple. Tu peux continuer à survivre. Ou tu peux apprendre à vraiment vivre. Tu ne redeviens pas comme avant. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es mieux. Plus conscient. Plus lucide. Plus fort dans ton alignement. Ce n'est pas une transition facile. Il y aura des résistances. Des voix internes qui te diront de revenir à l'ancien rythme. Des pressions externes qui réclameront le toi d'avant. Ignore-les. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin de leur validation. Le seul avis qui compte est celui de ton corps, ton esprit et ton énergie. C'est la discipline finale. Ce n'est pas une question de productivité. Ce n'est pas une question de performance. C'est une question de survie intelligente. Ne te trompe pas, tu dois travailler, produire, avancer. Mais tu dois le faire sur tes conditions. Avec tes limites. Avec ton alignement. L'ancien toi voulait prouver. Le nouveau toi choisit. Et choisir est une puissance incommensurable. Voici comment procéder concrètement. Identifier tes priorités réelles. Ce qui te nourrit. Ce qui te fait vibrer. Ce qui donne du sens à tes journées. Éliminer ou déléguer ce qui épuise inutilement. Pas seulement temporairement. Pour toujours. Ou jusqu'à ce que cela change de sens. Créer des rituels réparateurs. Des pauses véritables. Des moments de silence. Des pratiques pour rester en phase avec toi-même. Réévaluer continuellement. La vie change. Tes besoins changent. Tu dois rester alerte à tes signaux. Et rappelle-toi, c'est un processus. Tu ne redeviens pas le toi d'avant. Tu deviens un toi plus vrai.
plus conscient, plus respectueux de ton énergie. Ton corps, ton esprit et ton énergie sont désormais tes guides. Pas tes deadlines. Pas les attentes des autres. Pas les chiffres. Si tu appliques cela, tu ne seras plus jamais prisonnier du burn-out silencieux. Tu ne seras plus jamais victime de la pression invisible. Tu seras maître de ton rythme, maître de ton énergie, maître de toi-même. Alors, écoute bien ceci avant que nous terminions. Le burn-out ne disparaît pas simplement avec le repos. Il disparaît lorsque tu transformes ta vie en respectant tes signaux. Lorsque tu apprends à dire non. Lorsque tu choisis ce qui compte vraiment. Et c'est possible pour toi. Tu as le choix. Tu as toujours eu le choix. Tu ne redeviens pas en arrière. Tu redéfinis. Et cette redéfinition est ta véritable victoire. Ta valeur n'a jamais dépendu de ton épuisement. Répète-le une dernière fois, grave-le en toi. Ta valeur n'a jamais dépendu de ton épuisement. Tu peux être fort. Tu peux être résilient. Tu peux produire. Mais seulement si tu commences par te respecter. Seulement si tu commences par écouter. Et c'est exactement ce que tu feras à partir de maintenant. Le burn-out silencieux ne détruit pas ta vie en un jour. Il la vide lentement pendant que tu continues à avancer. Ce que tu as entendu ici n'est pas une théorie. C'est un miroir. Si tu ignores encore ces signes, tu ne gagneras pas du temps. Tu repousses juste l'impact. Tu n'as pas besoin de t'effondrer pour t'autoriser à changer. Tu n'as pas besoin d'aller mal pour t'arrêter. La vraie force, maintenant, c'est d'écouter ce que tu as trop longtemps fait taire. Alors voici le défi. Aujourd'hui, fais une seule chose différemment. Une décision qui protège ton énergie. Une limite. Un non. Parce que si tu continues comme avant, ce n'est pas ton corps qui te trahira. C'est toi qui t'abandonneras.